Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat et de la stratégie d'investissement qui permet d'adresser le dérèglement climatique. Nous en parlons avec Nicolas Kiefer, qui est gérant chez Montpensier Finance. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez notamment le fonds M Climate Solutions chez Montpensier Finance. Oui, je voulais qu'on fasse un petit point quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment en Europe, avec l'idée que les stratégies climat qu'on a pu déployer ces dernières années se retrouve démultiplié par la nécessité d'indépendance et de souveraineté énergétique. Je parle évidemment du territoire européen et de la crise gazière liée à la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est effectivement, oui, un objectif d'indépendance qui vient renforcer encore un peu plus le thème climatique, ou est-ce que ce sont des objectifs qui ne sont pas forcément convergents à court terme, Nicolas ? C'est exactement ça. C'est vraiment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait l'objet d'une énième prise de conscience collective sur le fait de devoir, sur la souveraineté énergétique, sur le fait de devoir être indépendant sur son approvisionnement. Au moment de l'invasion, 40% du gaz importé dans l'Union européenne venait de Russie. Donc clairement, on a vu la nécessité de créer des alternatives. Quand on regarde les délais de déploiement d'installations sur le nucléaire, on est entre 5 à 10 ans de développement. Sur le gaz, on est entre 3 ans et 5 ans. Et sur l'éolien, le solaire, on est sur en fonction du terrain, en fonction du onshore, offshore, etc., on est entre 6 mois et 18 mois. Ouais. Donc clairement, on a vu un recentrage de toutes les politiques, les plans de relance, etc., sur le renouvelable. Et on l'a vu par exemple avec Repower EU en Europe, qui a clairement axé ses investissements sur le développement du renouvelable, sur le fait de vouloir diversifier les sources d'approvisionnement et sur l'efficience énergétique. Parce que c'est aussi un point qui est important, c'est que dans la thématique de la transition écologique, il y a la production d'énergie qui est très importante, mais effectivement, il y a aussi la consommation. Et si, à production constante, on arrive déjà à réduire la consommation, on a quand même résolu une bonne partie de la problématique. Et si on dézoome, parce que c'est important de voir cette problématique. C'est un problème systémique. Global. On voit qu'en Chine, encore ce week-end, le président chinois a réitéré, lors de son discours, les objectifs de pic d'émissions en 2030, de neutralité carbone d'ici 2060. Et pour ça, va encore déclencher des investissements massifs dans le renouvelable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est très important. Et on pourra revenir dessus, mais aussi aux US, où là, clairement, c'est le plan le plus tangible avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été voté fin juillet et qui, là, clairement, pareil, déploie des centaines de milliards dans le développement du renouvelable. Donc on voit qu'on est vraiment un point important et que ça va être c'est un accélérateur. Alors, c'est un événement malheureux, mais un accélérateur très fort pour la thématique. Cette démultiplication des efforts un peu partout sur la planète, sans qu'il soit coordonné, il est quand même concomitant. Est-ce que ça redonne de la dynamique à la thématique boursière, notamment sur la partie renouvelable que vous traitez forcément dans le fonds M Climate Solutions, Nicolas? Parce que si on regarde les performances sectorielles à date depuis le 1er janvier, c'est pas un marché très ESG qu'on a cette année. C'est le cas de le dire. Mais c'est peut-être un bon déclic d'ailleurs, de comprendre pourquoi le marché n'a pas été ESG. Alors malheureusement, c'est pas si simple que ça. On n'a pas un effet de 1 pour 1. Si on remet un peu en perspective, depuis le début de l'année, on a eu les 2 premiers mois qui étaient clairement dans la même dynamique que 2021, donc surperformance des secteurs qui ne sont pas du tout dans la thématique, donc le oil and gas, les financières, les matières premières, etc. L'invasion de l'Ukraine, où là, clairement, ça a été un vrai driver pour la thématique, puisque les gens se sont très vite rendus compte que il fallait investir dans les opérateurs renouvelables, dans les développeurs, etc. Un nouvel élan en juillet avec l'IRA, qui a été voté au Sénat. Donc là, clairement, plus les valeurs exposées aux US. Depuis début août, une montée des taux assez forte, si on prend le 10 ans américain, de 2,50 à 4% fin septembre. Et donc là, clairement, de nouveau un désamour des sociétés on va dire typée croissance, dont la valeur future est très dépendante de la valeur d'aujourd'hui. Et donc, clairement, là où je veux en venir, c'est que boursièrement,
ce qui nous fait mal, en tout cas ce qui fait mal à la thématique, c'est pas tellement le niveau élevé des taux, mais c'est plus la forte volatilité des taux. J'entends. Et donc les phases de montée très fortes sont vraiment dommageables. En revanche, quand on s'adapte, quand on arrive à se stabiliser à un niveau même élevé, les acteurs du renouvelable et même de tous les autres segments qui nous intéressent arrivent à s'adapter et à répercuter ça sur les projets, sur les financements. Et donc clairement, ce qui nous fait mal, c'est la forte volatilité des taux. Vraiment. C'est un point majeur et qui va même au-delà de votre thématique climat. Toutes les grandes thématiques, méga trends, qui sont souvent quand même des thématiques growth, de croissance, ont beaucoup souffert de ce repricing monétaire qui a réajusté les valorisations. Mais vous êtes convaincu, en tout cas pour votre thématique, que le jour où on sera stabilisé sur les taux directeurs des banques centrales à 3, 4%, 5, j'en sais rien, on verra, ces thématiques-là fonctionneront à nouveau sur la base des fondamentaux de la thématique et des entreprises. C'est exactement ça. C'est que si on reprend les cours d'analyse financière classiques, c'est que on est sur des sociétés dont la valeur d'aujourd'hui dépend beaucoup des flux futurs. Ces flux futurs sont actualisés à un taux qui est forcément plus élevé. Et aujourd'hui, quand on regarde nos acteurs du renouvelable, par exemple, le marché intègre donc la valeur aujourd'hui de la capacité de production actuelle, mais n'intègre pas dans ces valorisations la croissance future. Donc à partir du moment où on a la conviction, comme nous, que le potentiel est là, ça crée une opportunité d'achat sur cette thématique aujourd'hui sur le marché, clairement. Comment vous regardez la place de l'État dans cette thématique ? C'est-à-dire qu'on le voit effectivement, et on en discutait auparavant, il y a une demande de la part des opinions publiques infinie quand elles se tournent vers les États sur les sujets sociaux, d'inégalité, de démographie, etc., et sur le sujet climatique. Et donc l'État assume son rôle, j'allais dire. Alors, il a fait beaucoup d'erreurs sur la stratégie énergétique en Europe, on ne va pas y revenir, mais il continue de vouloir assumer un rôle de leader en prenant le risque, en mettant l'argent sur la table, en fléchant beaucoup d'argent public notamment sur des stratégies, sur des technologies, sur des solutions. Comment on est sûr que c'est un bon playbook quand on est investisseur privé ? Est-ce qu'il faut quand même parfois garder une forme de subjectivité par rapport au cadre étatique qui est fixé sur la question climatique et de la transition énergétique. L'hydrogène, par exemple, est un exemple parfait. Oui. Est-ce que c'est la solution d'avenir ? Quel poids aura l'hydrogène dans le mix énergétique demain ? Comment on répond à ces questions quand on est investisseur privé ? Le but, alors nous, c'est vraiment, on a une approche qui est très globale, c'est-à-dire tout en restant très très pur vis-à-vis de la thématique. On s'intéresse à la problématique climatique dans son ensemble. Donc on va s'intéresser à la production d'énergie, si je le disais, l'efficience énergétique, donc la consommation, mais aussi on va s'intéresser à d'autres vecteurs comme la mobilité, déchets, oui. La mobilité par exemple, dont fait partie l'hydrogène. Aujourd'hui, il serait complètement fou d'investir 100% dans l'hydrogène. On a la conviction que c'est un game changer pour le futur. Aujourd'hui, les sociétés de l'hydrogène n'ont pas la capacité et la taille critique pour être le standard d'aujourd'hui. On voit que ça commence à être très intéressant, notamment avec le baril à 90 ou 100 $, etc. L'hydrogène vert est de plus en plus intéressant, de plus en plus compétitif par rapport aux sources traditionnelles. Mais aujourd'hui, si on regarde la voiture individuelle, c'est pas encore une source compétitive par rapport à l'électrique. Mais avec toutes les controverses qu'on entend sur les batteries, etc., l'hydrogène, pour nous, est clairement une vraie alternative, une vraie alternative pour les 15, 20, 30 prochaines années. Que ce soit sur le transport lourd, moyen et aussi léger. Quel est un exemple de conviction là, qu'on peut trouver dans le fonds M Climate Solutions là, qui reflète bien justement votre stratégie aujourd'hui Si on reste justement sur la mobilité, parce que, encore une fois, vraiment, c'est global, bien sûr. Et qui est aussi une société qui pourrait bénéficier clairement et qui va bénéficier clairement de l'Inflation Reduction Act américain. C'est Darling Ingredients, c'est une société qu'on a en portefeuille. C'est pas une recommandation, mais c'est une société qu'on a en portefeuille. Conviction. Société américaine qui historiquement faisait de la récupération de carcasses animales, d'huile de cuisson, pour en faire des matières premières à forte valeur ajoutée, comme du collagène par exemple pour l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, et qui, il y a un peu moins de 10 ans, a réalisé qu'avec ces mêmes matériaux récupérés,
pouvaient faire du biodiesel, du carburant alternatif. D'accord. Donc, du diesel 100% renouvelable. Sourcé par de la matière bio-organique. Exactement. Et donc la principale problématique de ces métiers, on a l'exemple avec Nestlé en Europe, mais qui a aussi un business historique de raffinage, etc. C'est le sourcing. Le problème, c'est de se sourcer la matière première. Et donc, tout en contrôlant cette matière première, le Darling a résolu le 100% de l'équation. Et donc, axe vraiment sa stratégie de développement sur les carburants alternatifs qui vont être vraiment une source de financement pour l'AIRA américain. Donc clairement et oui, c'est déjà des solutions opérationnelles, le modèle économique est éprouvé de ce point de vue-là. Exactement. Et ça leur a fait gagner beaucoup de valeur par rapport aux produits qu'ils produisaient auparavant Clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de croissance. Oui, j'imagine. Pas du tout sur les mêmes niveaux de profit. Valorisation, etc. Là, on va chercher vraiment de la green tech. Donc ça, clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Comment s'appelle, vous dites Darling Ingredients. Darling Ingredients. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu discuter de votre stratégie climat chez Montpensier Finance dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Nicolas Kieffer, gérant du fonds M Climate Solutions chez Montpensier Finance, était notre invité en plateau. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.